Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup de vous ouvrir à l'hypnose et l'auto-hypnose. Avant de commencer, je vais vous faire circuler ça. C'est l'enveloppe pour Continent Pluriel. Je vais vous parler de Continent Pluriel. Ces cabinets publics là que j'organise sur l'hypnose, l'auto-hypnose, sur le développement personnel. Cette année encore, je me suis engagé sur la fondation Continent Pluriel. C'est une fondation qui s'occupe des enfants au Maroc, des enfants orphelins et abandonnés. C'est une infirmière, Isabelle de Neufbourg, qui a monté cette fondation et qui est ici à Québec, qui est une Belge, qui va régulièrement au Maroc, à Casablanca, qui a découvert un petit peu cette pauvreté qu'on trouve partout, bien sûr, dans tous les pays, mais le Maroc, ça lui tient à cœur. Et elle avait décidé de monter cette fondation pour pouvoir recueillir tous les enfants de la rue, pour ne pas laisser un peu cette délinquance se greffer et monter au niveau du Maroc, et puis je dirais de l'Afrique du Nord. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'éducation qu'on va leur donner aujourd'hui, ça fera notre société de demain. Et aujourd'hui, je pourrais dire, ça fera le monde de demain. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'aller justement plutôt aller aider à la base ces gens-là, plutôt que de pouvoir les aider après dans notre pays, dans quel que soit le pays. Alors la fondation est en cours de validation au niveau des gouvernements, aussi bien du Maroc que du Québec. Et en attendant, donc, on fait une relevée de dons, et là ils font des relevés de livres en ce moment, ils ramassent des livres qu'ils vont apporter dans toutes les écoles au Maroc. Ils ont récupéré des linges pour les enfants jusqu'à l'adolescence, 13-14 ans, qu'ils ont livrés là juste avant l'hiver. Ils ont eu du mal d'ailleurs à le livrer, parce qu'il y a eu beaucoup d'effondrements et d'inondations. Et l'argent en fait sert à apporter déjà tous les lots là-bas, à les distribuer, et puis en plus la fondation, le but c'est de construire des maisons. Dans chaque maison il y aura entre 8 et 10 enfants, je ne peux pas vous dire exactement, et à chaque fois il y aura une mère, il y aura une femme qui sera là, qui servira de mère, aussi bien pour l'éducation que pour le comportement civique et pour la santé des enfants, c'est un tout. Donc voilà, ok, parfait, hypnose, apprentissage. On ne peut pas relier l'hypnose à ce qui n'est pas apprentissage. Ce cabinet public ce soir est vraiment un cabinet public sur l'hypnose, auto-hypnose, et on est parti sur un thème. J'ai décidé de prendre un thème, il faut toujours un thème, c'est mieux, c'est la confiance et l'estime de soi. Hein, c'est des choses qui sont indépendantes et qui apportent souvent un équilibre à la personne. On a d'autres cabinets publics qui ont été faits, tu étais venu, juste pour les clients. Ça c'est pour les personnes qui sont déjà passées dans mon cabinet, ils savent comment je travaille. Donc à partir de là, on vit une séance d'hypnose, ça leur permet à chaque fois d'aller rechercher et de retrouver leur centration. Je suis obligé de faire une petite explication vite fait de ce que c'est que l'hypnose, auto-hypnose. Je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu ou qui savent de quoi je vais parler. Et en même temps, j'ai un vocabulaire qui est peut-être un peu différent. Et ce vocabulaire différent peut vous servir peut-être à une meilleure compréhension. Et en même temps, je vois France sourire. Vous allez voir, je ne parle pas beaucoup, ça va être extraordinaire. Ce vocabulaire va vous permettre peut-être d'ouvrir une compréhension et puis de ramener d'autres aspects peut-être métaphoriques à ce que vous comprenez de l'hypnose. Tout de suite avant de commencer, les toilettes sont en haut de l'escalier, à droite. Derrière, j'ai des verres. Si vous avez soif, il y a une fontaine d'eau juste à côté de la photocopieuse. Je pensais que ça pourrait être montrer. Oui, on peut aussi. C'est un test du Si tu réussis pas le test, c'est foutu. Kathleen, les toilettes sont à l'intérieur ici. On n'est pas à Montmagny. Alors, on va revenir à l'hypnose. L'hypnose, qu'est-ce que c'est ? La neurologie nous explique un petit peu comment fonctionne notre cerveau, bien qu'aujourd'hui ils n'en sont qu'au début, qu'au balbutiement de la compréhension du cerveau. Mais on sait que le cerveau fonctionne avec l'émotion. C'est l'émotion qui va nous ancrer des apprentissages, qui va nous ancrer des habitudes et des comportements. Ça va passer par un système limbique, néocortex par l'amygdale. L'amygdale, en fait, c'est les deux petites amandes qu'on a sur le côté, là. Ces deux petites amandes vont recevoir des stimuli du corps, des stimuli de sensation, et ces stimuli vont être analysés directement par l'amygdale. Soit l'amygdale reconnaît tout de suite ce qui se passe, donc à partir de là, l'idée va partir dans le cortex, et le néocortex va être analysé simplement. Tiens, je ressens quelque chose, tiens, c'est de l'air froid, ok, c'est qu'il y a une fenêtre ouverte, on va le comprendre tout de suite, donc ça va être vite analysé. Soit alors c'est quelque chose de nouveau qui va arriver, tiens, j'ai du froid, mais tout est fermé, qu'est-ce qui se passe? Là, ça va partir dans l'hippocampe. L'hippocampe va aller au niveau du cérébral pour aller chercher la raison de ce froid-là, va aller chercher toutes les raisons possibles, ça peut venir d'en bas, ça peut venir d'en haut, il y a peut-être quelqu'un qui souffre. À partir de là, l'hippocampe va trouver dans la mémoire sur du long terme, qu'est-ce qui se passe
On va envoyer la réponse au cortex ou au néocortex, et à partir de là, on va pouvoir passer à autre chose parce qu'on sait d'où ça vient. Ou alors ça va arriver à l'amygdale, le cerveau ne va pas comprendre ce qui se passe, la peur va monter, le système sanguin, la respiration, le rythme cardiaque va accélérer, et à partir de là, on va passer dans le cerveau reptilien, celui qui est derrière, là. Et le reptilien, c'est ce qui fait la survie, c'est le cerveau de la survie, qui vous permet, c'est le cerveau en général qui disjoncte quand les gens vont se suicider, parce que le reptilien n'est plus là, parce que ce reptilien, du moment qu'il est en route, vous ne pouvez pas aller contre votre bien-être. À partir de là, l'idée du conscient et de l'inconscient, l'inconscient, c'est au niveau du système limbique, c'est tout ce qui est émotif. Ce système limbique émotif, dont l'amygdale va permettre de toute programmation, tout apprentissage que vous allez faire, va recevoir des stimulus, et ces stimuli vont vous ancrer une mémoire. Comme un ordinateur, un disque dur d'ordinateur, vous allez l'acheter, il est vide, jusqu'à l'âge de 6 ans, pour l'enfant, pour l'ordinateur, vous allez mettre des programmes dedans, les programmes que vous recherchez par rapport au Windows que vous avez choisi, le 7, le 8, le XP, il y a certains programmes qui vont dedans, d'autres qui ne vont pas, par rapport à la société. Vous êtes européen, vous êtes canadien, vous êtes nord-américain, vous êtes asiatique, il y a certains programmes qui rentrent dans ces programmes-là, comme l'ordinateur. Et puis jusqu'à l'âge de 6 ans, une fois que votre ordinateur a le disque dur qui est complètement plein de programmes, à partir de là, on va évoluer, on va avancer. La différence entre l'ordinateur et le système limbique, le système de la mémoire, de la programmation de l'enfant, c'est que l'enfant, l'homme, vous avez toute la matière grise, ce qu'on appelle le cortex et le néocortex, qui va se développer par ce qu'on appelle le conscient. Le conscient, c'est l'ego, c'est l'estime de soi, c'est la confiance, c'est qui on est, nous, là, maintenant, par rapport aux autres. Comment est-ce que je me compare aux autres? Quelles études j'ai fait? Est-ce que moi je suis capable? Est-ce que lui il est capable? Pourquoi lui il arrive à faire ça et pas moi? Moi je pourrais mieux faire que lui? Toutes ces choses-là, c'est la matière grise, c'est le conscient. Et puis l'inconscient, à l'intérieur, c'est ce qui vous permet de vivre normalement, le rythme cardiaque, le système immunitaire, qui vous permet d'avaler, qui vous permet de respirer, qui vous permet de marcher, de lever une main, de secouer la tête. Tout ça, c'est l'inconscient, c'est tout ce que vous êtes capable de faire sans avoir à y réfléchir. On ne va pas rentrer dans le système des mémoires, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, c'est pas compliqué, mais c'est un peu complexe. Mais ce que je voudrais que vous fassiez la différence, c'est entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est le disque dur. On revient à la programmation. Vous allez mettre un designer en 3D qui fait des dessins animés ou des films sur Internet. Il va commencer par appuyer sur Power, il va mettre son on, il va mettre son ordinateur en route. Ordinateur en route, c'est votre inconscient quand vous décidez, tiens, je vais dessiner. On va mettre le programme dessin en route dans la tête. Ok, on a appuyé sur on. Le programme va s'allumer. D'un seul coup, il y a des 1, des 0, tout le système basique de l'ordinateur qui va se mettre en place. L'homme qui est devant, lui, il est juste en train de se dire, bon, alors comment je vais faire ça? C'est le créateur. Le créateur, c'est votre conscient. Ok, je vais faire une tarte, comment je vais la faire? Qu'est-ce que je vais la faire? Je vais la faire aux pommes, je vais la faire aux prunes, et si je faisais une tarte au chocolat? Et tiens, si je mettais des noix dessous, peut-être des noix, ah oui, puis je pourrais même mettre des bananes, c'est le créateur. L'informaticien, il est devant son ordinateur, il prend sa souris, il clique gauche sur sa souris, il va ouvrir le programme qu'il cherche en 3D. Mais juste le fait d'appuyer sur le programme, il y a tout un système derrière qui se met en place. Rien que le fait de vouloir aller vous asseoir ou aller dans votre cuisine pour faire votre tarte, vous êtes déjà en train de dire, alors on va prendre 3 œufs, 125 grammes de sucre. Vous avez le programme qui est en train de se mettre en place. Et puis, le designer, il va dessiner, il va faire un trait, puis il va faire un canard, il va dessiner son canard sur la souris, il va juste faire des clics, il va appuyer sur des losanges, et puis il va le faire tourner en 3D. Le designer, c'est le créateur. Il est en train de créer quelque chose. Mais il n'a aucune idée comment ça se passe derrière. Comment ça tourne, comment ça se met en place, quel programme surgit à ce moment-là, comment ce programme surgit, d'où est allé chercher ses mémoires, qui a programmé ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste, il sait que quand il va appuyer sur ce bouton-là, ce programme va s'allumer. Quand il va appuyer sur cette couleur-là, c'est la couleur qu'il va pouvoir mettre partout. C'est tout ce qu'il sait, c'est le créateur. Le conscient et l'inconscient. Le conscient, le créateur, l'inconscient, c'est la programmation. Alors, on est tous pareils. On a tous un ego, on a tous notre conscient, on est tous persuadés que c'est nous qui avons le contrôle sur notre vie. On est persuadé que si on veut quelque chose, on l'aura, parce qu'on y tient, parce qu'on l'a décidé. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en même temps, heureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Combien de fois ça vous est arrivé
d'essayer d'atteindre quelque chose, et d'essayer encore, on en parlait tout à l'heure, Mélissa. On veut travailler fort parce qu'on veut l'atteindre, on veut travailler fort parce qu'on nous a dit que de travailler fort nous apportait un résultat. C'est marrant parce qu'on travaille fort, mais on n'a pas le résultat. Peut-être parce qu'on n'a pas travaillé assez fort. Alors on va travailler plus fort pour avoir le résultat qu'on n'arrive pas à avoir si on travaille fort. Comme on n'arrive pas à avoir le résultat parce qu'on a travaillé fort, on va travailler encore plus fort pour avoir le même résultat qu'on n'a pas parce qu'on a travaillé fort. C'est incroyable ça. Et si on demandait simplement à notre programmation ce qu'on désire, et puis de laisser faire. Je raconte souvent une histoire qui fait rire tout le monde, enfin, j'espère que ça fait rire tout le monde, ça me rassure quand je les vois sourire les gens. J'étais petit, je vais au cinéma, je rentre, je vais voir un film avec John Wayne. Les plus jeunes aussi, vous connaissez tous John Wayne, vous savez, l'espèce de cow-boy avec ses pistolets là, qui monte à cheval, John Wayne. Et puis John Wayne, c'est un super-héros, hein, John Wayne. Maintenant, c'est Iron Man. Avant, on avait John Wayne avec son chapeau, et c'était un vrai shérif, Marshall. Je regarde le film jusqu'au bout. Le gars était extraordinaire sur son cheval, il tirait avec sa Winchester, il sortait ses pistolets. Les brigands, les Indiens, il avait ce qu'il voulait. Puis il arrive à la fin du film, je dis waouh, il les a tous eus. Il est en haut sur sa colline, et puis d'un seul coup, il y a un travelling de la caméra, et là on voit, il y a un gars derrière un rocher. Il a un fusil, bam, il tire. John Wayne, il tombe, il meurt. John Wayne, il meurt, c'est pas possible. Je lui dis, ils se sont trompés. Ils ont écrit le scénario, ils se sont trompés. Qu'est-ce que je fais? Je me cache sous le siège, deuxième séance, je vais revoir le film. Ils se sont trompés là. Je me dis, là, John Wayne, il a compris. Quand on va arriver à la fin, il a compris. On arrive à la fin du film, John Wayne est sur son cheval, le même travelling. Et moi, j'ai John Wayne, tu sais, tu viens de te faire avoir il y a 2 heures. John Wayne, il est là, tu sais. Bam, il tombe, John Wayne, il tombe, il meurt. Je me dis, mais comment l'homme peut être assez ridicule pour toujours faire la même chose en sachant ce qui va lui arriver? Qu'est-ce que je fais? Je me fais une 3e séance. Je me dis, c'est pas possible. Je me fais une 3e séance. On arrive à la fin de la séance, je me mets debout, je fais, et John Wayne, oh, tu fais quoi là? Même pas, il me regarde. L'autre il sort, bam, John Wayne il tombe, il meurt. Alors ça nous fait tous sourire ça. Mais si vous regardez bien ce que vous faites tous les jours, toutes ces choses que vous voulez changer, et que vous faites exactement la même chose en pensant que ça va changer tout seul. Vous êtes tous des John Wayne. Si vous laissez simplement faire l'inconscient, conscient, inconscient, il vous arrive tous de chercher quelque chose et de le trouver quand vous ne le cherchez plus. Et vous êtes tous arrivés de vous dire où est-ce que j'ai mis... Mais oui, je sais, je suis bête. Vous n'avez même pas fini de vous poser la question, vous avez déjà la réponse. Le conscient et l'inconscient sont 2 choses complètement séparées et la seule manière de pouvoir les relier les uns aux autres, c'est de fabriquer un canal entre le conscient et l'inconscient, et ce canal, c'est de détourner l'ego, détourner le conscient, occuper le conscient pour qu'il y ait une rêverie qui est en train de se créer, et cette rêverie-là va ouvrir un passage qui va vous emmener du conscient à l'inconscient. Ça va jusque-là? Je vous ai pas perdu? José? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, tu sais, ça fait quand même quelques fois, là, ça fait que c'est correct. Là. Ça, Si t'as j'arrive, tu sais. T'arrives assez bon. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu reviennes encore pour être sûr. Je vois, il y a du mort. John Wayne? Ouais. Oui, il est mort maintenant. T'as raison, oui. Il a pris une batte de baseball, là, non. C'est dans l'autre film, ça. Donc, la seule manière d'avoir cette liaison, c'est la transe. La transe qui nous permet d'aller chercher cette programmation. La programmation, comment ça se passe au niveau du cerveau? Les programmes, on est persuadé que si on apprend à monter un escalier, ça va juste nous apprendre à monter un escalier. Si on tape contre un mur, juste pour frapper à la porte, on est persuadé que juste de faire ça, ça va nous servir juste à faire ça. En fait, à chaque fois qu'on fait un geste, c'est un apprentissage nouveau qui s'inscrit, et chaque apprentissage est complètement décortiqué pour pouvoir être un apprentissage à part entière sur un apprentissage. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'aller frapper à la porte, notre cerveau met beaucoup de programmes en route, 100 milliards de neurones dans la tête, il va chercher des milliers de neurones pour ramener des apprentissages. Frapper à la porte, il ne suffit pas de frapper à la porte pour dire frapper à la porte. Frapper à la porte, c'est, il y a un stimuli qui dit tiens, c'est le moment de frapper à la porte, peut-être on a un rendez-vous ou autre chose. Il faut frapper. Donc déjà, il y a un programme, le fait de se faire voir, se faire entendre, qui n'a rien à voir avec frapper à la porte.
Après, il faut lever la main pour frapper à la porte. Lever la main, on peut lever la main sans frapper à la porte. Puis, faire toc-toc, il y a une certaine force qu'on va mettre pour faire toc-toc. Donc, frapper à la porte, c'est pas juste frapper à la porte. Frapper à la porte, c'est mettre des milliers et des milliers de programmes en route pour faire simplement ce geste-là. Quand vous faites une action, quelle que soit l'action, il y a des milliers et des milliers de programmes qui vont se mettre en place pour faire cette action-là. Même si ce n'est pas exactement la même. Imaginez que vous êtes chez vous, vous traversez votre salon, puis il y a quelqu'un qui est venu, puis qui a mis une chaise au milieu. Pourtant, vous le connaissez bien, votre salon. Donc si vous restez dans votre programme bêtement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper dans la chaise et puis continuer à avancer. Non, là vous avez un autre programme qui se met en place. Pas vous faire mal déjà, c'est la première chose, puis faire le tour. Faire le tour, c'est encore un autre programme qui se met en place. Dites-vous que chaque chose que vous faites, c'est une ouverture pour faire une autre chose. Je veux dire, parce que plus tu vas avoir plein de synapses, de connexions, tout ça, plus tu vas avoir de possibilités, donc ça va être plus souple, ça va être possible de faire plus de choses. Jusqu'à l'âge de 6 ans, on dit que, en gros, on dit jusqu'à l'âge de 2 ans, toutes les synapses des enfants, tout est relié. Les synapses, c'est les racines sur un neurone. Donc 100 milliards de neurones, il y en a qui disent 200 milliards, moi je sais plus, je sais pas qui c'est qui les compte, mais moi je sais plus. On a 100 milliards de neurones. Chaque neurone a entre 1000 et 10 000 liaisons synaptiques. C'est-à-dire que chaque neurone a entre 1000 et 10 000 racines, et ces racines peuvent se relier entre 1000 et 10 000 autres racines. Ces racines, si vous voulez comparer ça, c'est comme une plaquette électronique. Vous avez une petite plaquette électronique avec des soudures. Ces soudures, c'est ce qui permet au programme de faire un suivi de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'un lave-vaisselle, on va appuyer sur le bouton, ça va se mettre en route, tac, tac, il y a un programme lessive qui va se mettre en route, va se remplir, eau chaude, tout ce programme-là. Nous, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça, on avait une plaquette pour chaque programme. Vous voulez faire, je ne sais pas, vous allez vous doucher, vous avez l'habitude, vous savez que votre savon est là, votre shampoing est là, que l'eau chaude, comment ça se passe. Donc il y a tout un programme qui se met en place. Les neurones, en fait, c'est chaque programme, comme je vous expliquais, chaque geste, chaque mouvement que vous allez mettre en place, c'est un programme à part. Et c'est tous ces programmes qui vont se relier les uns aux autres. D'accord? Et ces programmes-là qui vont se relier les uns aux autres, en fait, quand c'est nouveau, à chaque fois qu'une liaison d'une racine, d'un neurone, d'un comportement que vous voulez, va rejoindre une autre racine d'un autre programme. Alors comment je pourrais vous expliquer ça? Quelque chose de concret. Quelque chose de concret. Par exemple, si je veux juste me baisser comme ça, juste comme ça, j'ai l'habitude, voilà, ça se passe comme ça. Je sais que j'ai mon programme qui se met en route comme ça. Maintenant, je ne veux plus faire comme ça. Maintenant, à chaque fois, ce que je veux, c'est lever une jambe et faire comme ça. Je veux faire ça tous les matins. Mais j'ai l'habitude de faire ça tous les matins 50 fois. Donc pourquoi est-ce que je ferais comme ça 50 fois alors j'ai l'habitude de faire comme ça? Au bout d'un certain temps, le matin, vous faites votre gymnastique ou autre, vous le faites, vous ne réfléchissez même pas. Vous pensez déjà à autre chose, mais votre corps a l'habitude de faire quelque chose. Là, on veut changer. Alors, quand je veux changer, j'ai un programme qui est dans la tête avec tous ces neurones qui sont reliés comme une plaquette électronique. Mais là, à ce moment-là, juste au départ, hein, juste quand je vais commencer à descendre, il faut que je lève une jambe. Donc, il faut que j'aille chercher un autre programme. Donc, ce programme-là, il n'est pas lié, il n'est pas relié, ce n'est pas un câble électronique. Je veux faire la soudure. Je veux simplement faire la soudure. Alors, au départ, je pensais à une chose. Je veux faire la soudure. Alors, le premier matin, je vais penser, il faut bien que tu lèves la jambe. Alors, il faut bien que tu lèves la jambe. Alors, je lève la jambe. À ce moment-là, je vais essayer de rejoindre l'autre programme, en y pensant. Il y a une capsule qui va s'ouvrir sur la racine, et il y a 50 molécules qui vont sortir. 50 molécules électriques, 50 molécules de protéines, pour rejoindre le récepteur de l'autre neurone. Et ces 50 molécules vont donner, hop, là j'y ai pensé. Par contre, ça ne reste pas en place. Tous les matins, il va falloir que j'y pense. Et puis à un certain moment, à force de le répéter, la capsule va s'ouvrir, et c'est une protéine qui sort. Et cette protéine va lier les deux. Ça sert à ça, l'auto-hypnose. Ça sert à répéter, répéter et répéter pour que le programme que vous voulez mettre en place, la stratégie et le comportement, il reste soudé. Ça va? C'est pour ça que je dis toujours, passez du temps avec cette partie qui sait. Cette partie-là, qui est capable de vous mettre en relation avec la partie qui sait comment vous devez faire. Et faites-lui confiance. On parle de la loi des 21 jours. Vous connaissez cette loi des 21 jours? Non? 21 jours, tu en rajoutes 7 et ça fait le mois de février. La loi des 21 jours, en fait, c'était en 1960, je crois que c'était un Italien, il faudrait que je regarde. C'était un chirurgien esthétique qui était psychologue. Comme quoi, avec tout. Hein. Chirurgien esthétique et psychologue, il s'était rendu compte que ces patients acceptaient leur image au bout de 21 jours. Parce que se faire une chirurgie esthétique, je le pense, hein, j'avais pas besoin, il faut à un moment donné pour se reconnaître. Je sais. Il faut 21 jours pour accepter son image.
Donc il a considéré qu'au bout de 21 jours, on arrivait à accepter son image, et s'est rendu compte que ses patients aussi en psychologie, au bout de 21 jours, arrivaient à garder un comportement, une stratégie. Donc c'est pour ça que cette loi des 21 jours, qui est un petit peu vaseuse, mais ça vient de là, cette loi des 21 jours, mais ça expliquerait aussi qu'au niveau neuronal, à force de répétition, répétition et répétition, on arrive à souder un comportement, une stratégie. C'est pour ça que quand on travaille, quel que soit le travail qu'on veut faire, il faut vraiment passer du temps avec. Je n'aime pas le mot travail, c'est pas un travail, c'est passer du temps avec, c'est reprendre contact avec cette partie qui sait. J'ai une cliente cet après-midi qui me disait, elle a eu son petit bracelet aussi, comme quelques-uns d'entre vous, et elle me disait, quand je suis parti avec le bracelet la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce gadget? C'est un gadget. Cette femme est très arrêtée, c'est pas qu'elle n'a pas d'ouverture d'esprit, mais elle est assez scientifique. Donc c'est toujours difficile de comprendre le non palpable pour un scientifique. Mais l'avantage du scientifique, c'est qu'il ne rejette pas ce qu'il ne comprend pas. Donc c'est déjà une très bonne chose. Et elle me disait cet après-midi, donc j'avais l'impression que c'était un gadget. Et puis le lendemain, elle le portait donc, à son bras gauche. Le lendemain, elle n'était pas bien, elle faisait la vaisselle, et le bracelet est tombé de elle glissé de son bras. Et dès qu'elle l'a vu, ça l'a remis dans l'état dans lequel elle avait quitté mon bureau. Et elle me dit, mais pour rien au monde, mon fils il veut me le prendre, mais pour rien au monde je vais lui donner. Et elle me dit, je passe pas du temps, comme vous m'aviez dit, 2, 3, 4 fois par jour, assis, juste à reprendre contact, mais juste quand je vois le bracelet, ça me ramène directement à mon centre. Et elle me dit, alors là, j'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi fort. C'est très important, c'est que à force de se répéter ce genre de choses, ça fait des ancrages, et vous n'avez même plus besoin d'y penser pour le faire. D'où cette loi des 21 jours, d'où l'intérêt de répéter, répéter et répéter. C'est un muscle là-haut, hein. C'est qu'un muscle. Au début, vous faites 5 pompes, et vous n'y arrivez pas, puis après, vous en faites 30, 40, 50, et la tête, c'est pareil, ça fonctionne pareil. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous? Vous dites que l'inconscient c'est le meilleur allié pour trouver des solutions, parce que l'inconscient sait. Mais un enfant qui par exemple aurait subi des traumatismes ou des choses comme ça, qui l'amènerait vers quelque chose de négatif par rapport à lui-même, aller chercher son inconscient, est-ce que ça peut être dangereux? Parce que l'inconscient peut toujours voir du mal à la personne. C'est pas l'inconscient qui voit du mal. Qu'est-ce qu'il voit à votre avis? C'est Caroline, c'est ça? Qu'est-ce qu'il voit à votre avis? Qu'est-ce qui vous permet de voir? À vous, qu'est-ce qui vous permet de voir? Vos yeux. Non, c'est votre cerveau qui voit. Vos yeux, c'est un transmetteur. C'est l'interprétation qui est dangereuse, c'est pas l'inconscient qui est dangereux. C'est ce que vous allez en faire. Moi, je travaille beaucoup en dissociation. Beaucoup. On dit la dissociation, ça peut être dangereux. L'hypnose n'est pas dangereuse. Il n'y a aucun danger dans l'hypnose. L'hypnose, on ne peut pas rester endormi, c'est impossible. C'est comme si vous vous couchez le soir et vous ne vous réveillez jamais, c'est impossible. En hypnose, on ne dort pas. L'hypnose, on ne peut pas vous manipuler, c'est pas possible. Il n'y a que vous qui pouvez vous manipuler, parce que l'hypnothérapeute, l'hypnotiseur, il ne peut pas vous hypnotiser, c'est vous qui acceptez d'aller en hypnose. On ne peut pas le faire, c'est pas possible. Ça sera tellement facile. Donc, vous avez juste affaire à votre inconscient. L'enfant, là, s'il a vécu quelque chose de difficile, ok, lui, il le voit encore, il le vit encore, mais avec ses yeux d'enfant, quand ça lui est arrivé. Quand vous êtes adulte, les choses sont différentes. Rappelez-vous un endroit où vous avez été quand vous étiez toute petite, vous avez l'habitude d'aller, avec la famille, des enfants, peut-être des copains, à cet endroit-là où vous pouviez peut-être même être dans la nature ou dans une maison, un endroit que vous connaissez bien, peut-être familial ou pas. Il y a quelque chose où vous alliez régulièrement. Vous aviez des habitudes, vous pouviez même vous amuser, avoir certaines sensations, peut-être certaines odeurs dans cet endroit-là. Puis le temps passe et vous n'y allez plus pendant un moment, et puis vous devenez adulte, et puis il y a toujours ce souvenir. Quand vous étiez là-bas, à ce moment-là, sans arrêt, vous y pensez. Puis un jour, par hasard, vous y allez. Quand vous arrivez là, vous faites « Ah, c'est tout petit. Je pensais que c'était plus grand. Moi, je me souviens, il y avait un truc là, c'est où là ?» Votre mémoire a complètement changé. Votre mémoire a embelli. Pour marquer une mémoire, il faut 4 à 5 stimuli. Ces stimulus vont rentrer par l'amygdale, et puis ces stimulus vont... La mémoire va se répartir dans tout le cortex. Cortex, néocortex, que la mémoire, elle est dans le cortex, néocortex, ça se passe tout, partout. C'est pas réservé dans une case, c'est partout. À chaque fois que vous voulez vous souvenir de quelque chose, il va falloir que vous alliez chercher votre mémoire, que vous vous souveniez, c'était à quelle époque, ok. Et à chaque fois, vous allez reconstruire.
À chaque fois, vous allez reconstruire exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que petit à petit, les choses vont être différentes. De plus, pour pouvoir aller chercher la mémoire exacte, il faudrait que vous ayez les 4-5 mêmes stimuli de l'époque quand c'est entré, à ce moment-là. Le même état d'esprit, les mêmes sensations, les mêmes croyances et les mêmes apprentissages. Donc c'est foncièrement impossible. Les neurologues disent aujourd'hui que chaque mémoire qu'on va répéter, qu'on va essayer de se ramener, de se souvenir, c'est une mémoire qu'on va recréer. Et d'ailleurs, on a des grosses preuves là, au niveau de l'armée, même il y a des militaires qui sont persuadés d'être allés en Afghanistan et qui n'ont jamais été en Afghanistan. Mais à force de leur dire ou les mettre dans des situations comme ci, ils finissent par croire qu'ils y ont été. D'où les ancrages, d'où les problèmes qu'on peut avoir, d'où les problèmes de confiance. Cette confiance qui nous ramène là ce soir, c'est une petite chose qu'on pense ne pas être capable de faire, parce que c'est inscrit dans l'inconscient. C'est inscrit dans l'inconscient, mais pour certaines choses. C'est-à-dire qu'il y en a un qui disent qu'ils ne sont pas bons pour les affaires, ils ne sont pas bons pour aller à l'école, ils finissent à l'université, mais qui mettent un temps à aller à l'université. Il y en a d'autres, en grandissant, ils n'ont pas eu de diplôme, mais ils se sentent plus bêtes que quelqu'un qui a été à l'université. Alors que s'ils regardent, en fait, ils en savent 10 fois plus que celui qui a été à l'université. C'est des croyances qui sont inscrites, qui sont complètement ancrées. Petit, on a pu entendre « qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Tu t'appliques jamais, c'est jamais propre ce que tu fais. Tout ça, c'est des choses qui restent ancrées dans l'inconscient. Et puis après, quand vous grandissez, vous avez envie d'aller là-bas et vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable. Et puis quand vous êtes vraiment grand, adulte, vous dites si, moi je vais y aller, là. C'est pour moi maintenant. Puis quand vous arrivez devant la porte, vous avez au lieu d'avoir un comportement de confiance, parce que vous le savez, vous avez beau vous dire oui, je sais, moi je vais y aller là. Mais votre corps, c'est 98% de la vraie communication, va faire passer un message à l'autre, comme quoi non, vous n'êtes pas prêt. Vous ne savez pas pourquoi l'autre là-haut. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Parce que ça, c'est ce que vous aurez transmis par l'inconscient. Donc pour enlever cette idée-là, il faut aller chercher en hypnose, refaire ce tunnel, retourner chercher cet événement. Même si le conscient ne sait pas exactement ce que c'est que cet événement, il va y avoir des sensations, des ressentis. Et c'est ces ressentis-là qu'on va pouvoir transformer en apportant une autre lumière, peut-être en déplaçant la personne, en voyant les choses autrement. C'est mieux ? Ouais. Vous voulez un bon exemple de... Je vais vous proposer quelque chose. Vous êtes assis là, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Maintenant, je vais vous montrer que vous pourriez voir la séance différemment. Si vous voulez bien vous lever, puis vous asseoir. Non, mais je ne vous dis rien. Hein. C'est juste que vous vous rendiez compte. Regardez, c'est exactement la même chose, mais pas du même bord. Et la vision est différente. Comment vous vous sentez là? Comment ça se passe là maintenant? C'est émouvant de voir les gens qui sont venus. C'est émouvant? Ouais. C'est de voir les gens qui sont venus ou c'est d'être là, de voir les gens qui vous regardent qui sont venus? Non, c'est plus émouvant de voir les gens qui sont Ok. venus. L'émotion est différente ici que là. Pourtant, c'est exactement la même scène que tout à l'heure. Non, parce qu'il y a moi, alors tout à l'heure, ils ne me regardaient pas. Ouais, et ça se passe au même endroit. Mais vous êtes en train de dégager autre chose. Je vous aurais pas fait vous asseoir là, vous ne seriez peut-être pas souvenu de ce soir. Ou différemment, peut-être. Là, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Ouais. Comment ça se passe, vraiment, maintenant? Ce que je ressens là? Ouais. Je ne saurais pas dire. Ok. Vous aviez l'intention de vous asseoir là ce soir? Non. Non? Je ne vais pas vous obliger, hein, si vous voulez retourner vous asseoir, vous pouvez y aller. Ok. Merci à vous. L'idée, c'est vraiment comprendre que c'est le regard qu'on va porter qui va donner une raison d'être. La confiance. La confiance, l'estime de soi, c'est toutes des choses qui sont reliées. La confiance, c'est quoi? Ça peut être une confiance physique, ça peut être une confiance professionnelle. Cette confiance physique ou cette confiance professionnelle va nous emmener dans une spirale qui va nous entraîner dans des comportements, dans des stratégies qu'on n'avait certainement pas prévues et qu'on ne voulait pas. Quand on regarde des gens peut-être s'exprimer ou travailler, on se dit, waouh, quelle intelligence il a cet homme. Et ça se trouve, il travaille 10 fois plus que vous. On dit que pour pouvoir avoir confiance, il faut devenir un expert. Un expert. Donc quoi vous fassiez un expert? Je suis sûr que vous avez des expertises tous autant que vous êtes. Des expertises aussi bien professionnelles qu'à la maison. Peut-être qu'en discutant avec les autres, par rapport à vos vécus, par rapport à votre histoire, peut-être par rapport à votre charisme. Je pense souvent à Antonio. Antonio, il a un charisme incroyable, il s'intéresse aux autres, il aime ça.
C'est un expert pour ça. Alors je ne sais pas si c'est un bon monsieur, hein, mais moi je le considère... Non mais c'est vrai, on a tous une expertise. Je peux parler de lui parce que je commence à le connaître un petit peu. C'est inné. Ce charisme, il est inné. Vous avez tous quelque chose d'inné. Et ce quelque chose d'inné, même si vous ne savez pas exactement, vous en avez déjà une idée, peut vous servir à être expert en tout. Peut vous servir à être expert en tout. Quand vous avez cette confiance, c'était à quel moment vous l'avez cette confiance? Est-ce que c'est à l'extérieur de chez vous ou est-ce que c'est à l'intérieur de chez vous? Pensez-y simplement un moment. Pensez même, peut-être la dernière fois où vous avez été en vacances, peut-être du soleil si vous aimez le soleil. Cette fois-là où vous pensiez à quelque chose où vous vous sentiez bien. Vous sentez bien parce que vous savez que vous allez faire cette chose-là sans avoir à y réfléchir. On devient expert quand on n'a pas besoin d'y réfléchir. On devient expert quand notre programme, avec ses molécules et ses protéines, se sont soudés et qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. Là, quand vous allez partir tout à l'heure, vous allez monter les marches d'escalier, vous n'allez pas penser. Hop, levez la jambe, comme ça. Vous êtes des experts, vous savez, vous pouvez monter. Ça, c'est une petite chose. Votre cœur, il va tout seul. C'est vous qui le faites. Vous n'en rendez même pas compte. C'est votre inconscient. Vous êtes des experts. Maintenant, quand on rentre dans la vie de tous les jours, on a affaire à un regard. Le regard de l'autre. Et c'est là que rentre la confiance en jeu. C'est quoi le regard de l'autre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comment est-ce qu'on va se doser, on va se juger par rapport à l'autre? Est-ce que c'est important ce que l'autre pense de nous? Est-ce que c'est vrai ce que l'on croit, nous, que lui pense de nous? Toutes ces histoires. Et est-ce que je fais exactement ce que je pense que lui voudrait que je fasse? Et si j'étais simplement ce que je suis, comment on saurait? Comment on s'en rendrait compte? C'est facile. Si vous voulez bien poser vos pieds par terre, juste faire une expérience. Alors si les chaises sont trop hautes, un petit peu de redescendre. Ça y est, bien, c'est la colonne vertébrale, ouais. Il va falloir mettre un peu de biais là-dessus. Si vous voulez savoir si vous êtes bien à ce moment-là, vous pouvez le faire chez vous n'importe quand. C'est juste poser vos pieds par terre. Et puis prendre du recul. On parlait tout à l'heure de est-ce que l'inconscient est capable de nous faire vivre quelque chose sans la douleur de ce qui s'est passé. L'hypnose sert justement à enlever l'émotion, mais pas effacer le problème. Le problème qui s'est passé, cette chose-là qui a marqué, elle est importante, elle fait partie de ce qu'on est. Et si elle n'était pas là aujourd'hui, on serait plus ce qu'on est là maintenant. Un grain de sable sur une plage, si on enlève ce grain de sable de la plage, ce n'est plus la même plage. Alors on va enlever l'émotion, simplement l'émotion. Pour savoir si on est bien centré, pour pouvoir regarder les choses, les ressentir, les comprendre, c'est juste de poser ses deux pieds par terre. Et quand vous respirez tranquillement, là, prendre conscience qu'il se passe quelque chose dans les deux pieds. C'est comme une énergie, peut-être des fourmis, peut-être comme si on avait un pied qui était aspiré, ou les deux, mais il y en a toujours un qui est plus lourd que l'autre. Comme si on avait un pied qui rentrait complètement dans le sol. Ouais. Comme si il se soudait totalement au sol. Plus il se soude au sol, plus vous attirez votre attention sur votre pied. Et plus votre respiration se calme et se ralentit. Ouais. C'est ça l'hypnose, et rien d'autre. C'est vous qui le faites. Juste de ressentir ce pied qui est plus lourd, cette sensation bizarre et différente dans cette jambe, et vous pourriez aller encore plus loin. Pendant que ce pied devient de plus en plus lourd, c'est comme si l'autre devenait de plus en plus léger. Et plus ce pied devient lourd et plus l'autre devient léger, et plus vous avez tendance à pencher la tête d'un côté. Waouh, comme s'il était attiré, comme s'il y avait un fil. Alors je sais qu'il y en a qui vont vouloir lutter puis redresser la tête, mais c'est pas important. Rien que le fait de vouloir lutter pour redresser la tête, ça veut dire qu'il est déjà en train de se passer quelque chose. Quand vous faites ça, vous êtes simplement centré et relié à vous-même. Le jour où vous manquez un peu de confiance, vous savez qui vous êtes. Vous avez travaillé pour être ce que vous êtes. Aussi bien de l'avoir lu, d'avoir été en formation, d'avoir été à l'école, d'avoir regardé des émissions. Tout ça, ça va vous emmener à ce que vous êtes aujourd'hui. Tout votre vécu, toutes vos souffrances. Et ça, personne n'a le droit de vous l'enlever. Parce que ça, c'est ce qui fait votre force et votre intégralité. Personne n'a le droit de vous dire aussi que
que c'est pas bon ce qu'on vous a fait ou ce que vous faites. On n'a pas le droit de vous dire que vous n'êtes pas bien. Et vous, pour votre estime et votre confiance, vous n'avez pas le droit d'accepter qu'on vous dise que c'est pas bien. Alors on peut le dire de différentes façons, on peut être diplomate, mais on n'a pas le droit d'accepter de se faire insulter. Ça fait partie de la confiance. D'avoir l'attitude, d'avoir l'intention. Et pour pouvoir donner aux autres le meilleur de vous-même, il faut déjà connaître le meilleur de vous-même. Quand vous prenez le temps, simplement, de passer du temps avec cette partie qui sait, cette partie qui a eu confiance un jour, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, à la maison, au travail, lorsque vous faisiez un développement, une formation, lorsque vous étiez en train de faire, pourquoi pas, je reviens à la cuisine, écrire un livre, en train de faire une tâche dans votre travail, et à un moment donné, vous étiez absorbé dans votre tâche. C'est à ce moment-là qu'il faut vous arrêter. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fort? Comment vous vous sentez fort? Et comment vous pouvez vous sentir plus fort que vous vous sentez fort, là, maintenant? Ça en fait des choses. Alors si vous portez votre conscient et votre ego juste à cette sensation-là, vous allez vite vous noyer. C'est à ce moment-là que vous devez lâcher prise et laisser faire ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Et puis comme on vient juste de commencer, là, je voudrais que vous récupériez toute votre énergie, une bonne inspiration. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé travailler un petit peu sur sa confiance ou sur l'estime de lui? Ah, 1, 2, ouais. Vous en avez d'autres? 3, hein? Vous avez déjà quelque chose de précis? Vous n'êtes pas obligé de détailler, hein, pas obligé de vous étaler non plus, mais ça serait quoi? Ça travaille en tout cas. Ok. Beaucoup d'émotions. Ok. Oui. Alors, c'est un cabinet public, donc on va y jouer, on va s'amuser, on ne va pas les chercher trop profond, d'accord? Parce qu'on ne pourra pas rester 1 heure non plus. C'est parfait. Ok? 15-20 minutes, on va voir. Ça serait pourquoi? Moi, c'est en général. C'est en général, ok. Bien, donc une généralité. Moi, c'est surtout pour traverser ce que j'ai à traverser. Ok. Parfait. Général aussi. Général. Dans général, il y a quoi à part Tao? Ouais, je sais, c'est pas bon. C'est pas bon, je le fais. C'est ce que tu dis. Je sais, c'est pas fort, mais je l'ai fait. Je sais. Hein? Non. Donc 2 généraux et 1 pour traverser. Oui. Ok. Oui. Alors, je me demandais si je n'avais pas commencé par quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui n'a jamais vécu l'hypnose. Ouais. Je connais ces 2 dames, elles connaissent l'hypnose. Vous venez? Tu viens? Vas-y. Ouais. Attention, il faut bien savoir que, en plus celui-là c'est le fauteuil magique. Celui-là, dès qu'on s'assoit dessus, c'est comme si on partait tout de suite en transe. Donc ce que je te demanderais, c'est de pas aller en transe tout de suite. Ok? Je reste debout. Comme tu veux, si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Enfin, à un moment donné, tu finiras par t'asseoir si tu veux aller en transe. Autrement. Ok. Impressionnant. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, je trouve, mais c'est toujours sympathique. Hein? Ok. Je vais te laisser te donner ton prénom, ça serait sympa. Joanne. Alors c'est Général Joanne. Moi, Joanne. Général Joanne. On va faire des livres d'histoire. Ouais, qu'est-ce qui fait que cette généralité-là, qu'est-ce qui est accroché là, qui te donne envie de venir t'asseoir ici pour une généralité? Je dirais que c'est peut-être plus la curiosité, là, comment ça peut fonctionner. Tu parlais de confiance tantôt, tu disais, bon, quelle confiance précisément? C'est pour ça que je te dis, moi, c'est général. C'est pas question de dire, j'ai pas confiance en tel domaine. C'est plus ça. Qu'est-ce que tu pourrais essayer, comme tu dis là,
Essayer, c'est déjà se donner l'autorisation d'échouer. Donc, on ne va pas essayer, hein. Je te laisse le faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant que tu pourrais vérifier? D'être différent. Comment est-ce que tu pourrais démontrer à l'inconscient, à Joanne, que la réalité est peut-être ailleurs? Alors peut-être ce soir, demain, peut-être plus tard même hier. Ces petites choses qui vont remonter aux consciences sans que ça soit nécessaire de comprendre, juste les regarder. Puis d'imaginer ce qui se passe de différent. Qu'est-ce qui n'a pas changé dans le changement? Très souvent, il y a quelque chose d'étrange qui se passe juste là à l'intérieur. Ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut être mou, ça peut être dur. Ça peut être juste détendu, ça peut être juste calme. Juste regarder cette couleur qui peut arriver, cette couleur qu'on peut percevoir, cet objet, ce symbole, qui vous permettra, Joanne, à chaque fois, à chaque moment, que ça sera nécessaire, qu'il y aura ce doute qui pourra surgir, revenir pour pouvoir démontrer à l'inconscient que le conscient est branché sur l'inconscient, qu'il suffirait peut-être de regarder différemment. Alors je ne sais pas quand ça va se passer, pas tout de suite. Mais il y a comme un déclic qui va se faire et le bras va recommencer à redescendre, lentement. Juste ce qu'il faut pour pouvoir rejoindre le pantalon. Juste pour que cette main laisse toute la confiance dans la tête. Une fois que la confiance sera complètement dans la tête, la main va descendre, devenir de plus en plus loin, va trembler encore de plus en plus fort. Et venir se joindre et se coller totalement au pantalon. Comme ça. Comme une grande détente. Puis retrouver son tonus et laisser faire ce qui s'est fait pour revenir ici et maintenant, en toute sécurité. Calme et détendu. Bonjour. On va regarder comme ça, Joanne. Mettez-vous debout. Non, on va le faire. Non, mais c'est la même chose. Mettez-vous debout si vous voulez vivre un moment de confiance. Ceux qui ne veulent pas, restez assis. Alors imaginez simplement à côté de vous, aussi faire un tout petit pas, faites attention de ne pas vous marcher les uns sur les autres, mais pensez à un moment que vous avez vécu dans votre vie, quel que soit le moment, où vous étiez en pleine confiance. Ce moment où vous étiez vraiment expert. Je ne vous demande pas de le vivre maintenant. Je vous demande de le mettre à côté de vous, comme s'il y avait un petit espace, comme s'il y avait un hologramme dans cet espace. Cet hologramme, c'est vous, quand vous étiez en pleine confiance. Quand vous vous regardez en pleine confiance, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est que vous n'arrivez même pas à vous souvenir exactement de ce que vous ressentiez à ce moment-là. Vous faites que vous voir, que vous entendre, que regarder les autres qui sont autour de vous. Regardez le local, si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Quels objets, quels éléments, quelle odeur il y a à ce moment-là. Ça serait intéressant de pouvoir regoûter. Alors ce que je vous propose, c'est, quand vous avez bien mis en place tout cet état. Il y a une de vous qui veut venir s'asseoir? Moi, ça s'est calmé. Ça s'est calmé? Oui. Ok. Vous allez chercher... C'est quand tu expliquais les choses tout à l'heure, il y a des parties de moi qui se voient, en tout cas, ou c'est ma mémoire, peu importe, là, qui remontaient. Ok. Et c'est là que l'émotion, elle a monté. Ok.
Question. Quand vous travaillez sur une personne, est-ce qu'il y a du travail qui se fait aussi sur d'autres? C'est obligé. OK. C'est obligé. Il y a une résonance. Oui. Quoi qu'il se passe, il y a une résonance. Moi, mes clients, quand ils me parlent, il y a une résonance. Ce qu'ils me disent, je le vis, je le ressens. C'est bon. Ce qu'on appelle le neurone miroir. C'est très important de parler du neurone miroir. On ne reconnaît que ce qu'on connaît. On ne reconnaît que ce qu'on connaît. Vous avez une peur. Vous allez voir quelque chose qui vous fait peur, vous allez le voir, vous allez le reconnaître, tout de suite vous allez avoir peur. Alors qu'il peut y avoir des choses beaucoup plus dangereuses à côté, que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas en avoir peur. Le neurone miroir, ça a été découvert dans les années 80, 2000 je crois, entre 90 et 2000 je crois. C'est des scientifiques américains qui travaillaient sur les chimpanzés, et ils leur ont mis donc des diodes sur la tête pour voir quelle partie du cerveau pouvait travailler à ce moment-là. Alors, ils les faisaient travailler sur des boissons, des cacahuètes, je ne sais pas exactement, il y a plein de choses qui sortent, on n'arrive plus à savoir quelle est la vraie histoire maintenant. Et donc, ils leur donnaient des choses à manger, je pense que ça doit être des cacahuètes ou un jus d'orange, c'est les deux versions qui tournent, et avec les diodes, ils arrivaient à voir quel moment leur cerveau fonctionnait. Maintenant, on a l'IRM avec les ions. Les ions, c'est dans l'eau, avec les plus et les moins, résonance magnétique. Ça nous fait tourner les plus et les moins des ions dans la tête. Comme ça, plus il y a de sang, plus il y a de régions qui travaillent. Il faut du sang, il faut de l'oxygène. Donc plus il y a de sang, plus il y a d'eau, plus il y a d'eau, plus il y a d'ions. Donc quand ça s'éclaire, on voit la zone du cerveau qui travaille. Alors, avant, c'était des diodes, donc c'était une électricité. Notre cerveau, c'est que l'électricité. Donc c'était l'électricité du singe, quand il lui tendait la cacahuète, le fait de voir la cacahuète, il y avait une raison de son cerveau qui s'allumait. Quand il lui donnait la cacahuète, le fait qu'il tende la main, il y avait une autre région du cerveau qui s'éclairait. Et puis quand il prenait la cacahuète, quand il travaillait, il y avait une autre région. Et quand il mettait dans la bouche, quand il le goûtait et qu'il le mangeait, il y avait encore une autre, la région du plaisir qui s'éclairait. Et puis ils ont étudié ça comme ça. Puis ils ont fait une pause. Puis il y avait un laborantin qui était là, il a pris une cacahuète. Et à ce moment-là, ça s'est mis à s'allumer sur l'ordinateur. Le singe regardait le laborantin, et le laborantin prend la cacahuète, il voit que ça s'allume, donc il prend le temps de défaire, il tend le bras, on voit une autre région, la même région où il tendait le bras, il met la cacahuète dans la bouche et il commence à mâcher, et on voit la région du plaisir qui s'éclaire. Ça veut dire que vous fassiez des choses, que vous les viviez, ou que vous les ressentiez, que vous les reviviez, c'est exactement les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent. Quand je travaille avec quelqu'un, il y a une vibration, il y a quelque chose, il y a une résonance qui se fait. Même si ce n'est pas la même histoire, on n'est pas rentré dans l'histoire, c'est assez évasif, il y a une résonance, c'est votre histoire qui rentre en cause. C'est votre histoire qui va résonner. L'hypnose ericksonienne, c'est ça. Ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas notre problème. La personne, elle est là, c'est elle qui fait son chemin. D'où l'importance que l'hypnothérapeute, c'est juste un accompagnateur. Ce n'est pas une suggestion, c'est pas tu vas faire ci, tu vas faire ça. On n'aura pas la solution. Si vous ne l'acceptez pas, la solution ne vient pas de vous. Il n'y a pas de magie. La magie, c'est vous qui l'avez. Quand je reçois des enfants, surtout les premières fois, jusqu'à 13 ans, je demande à ce que les parents restent dans la salle. Donc nous, on se met là, puis je les mets dans le coin, là-bas, sur un fauteuil, j'éteins la lumière. L'enfant finit vite par l'oublier. Mais je travaille avec l'enfant, mais je travaille surtout sur les parents. Parce qu'un enfant, s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit. Quand j'ai un enfant de 6 ans qui vient me voir, puis qui me dit « je fais de l'anxiété ». Tu fais de l'anxiété? C'est quoi l'anxiété? Je fais de l'anxiété. Qui c'est qui a expliqué à un enfant de 6 ans ce que c'était que l'anxiété? Avant de travailler sur l'enfant, on peut travailler sur l'enfant, mais il y a une résonance qui se fait. Et les gens disent souvent je comprends pas, il a tellement changé, mais ça a changé à la maison. Normal que ça ait changé à la maison. Ok? C'est pour ça que le cabinet public, c'est sympathique, parce qu'il y a une personne qui passe, mais ça résonne partout. Et le travail qui se fait, c'est partout. Quand ça va, cultivez-le, ça va. Quand vous vous sentez bien, cultivez-le, je me sens bien. Et non seulement je me sens bien, mais je me sens de mieux en mieux chaque jour. En fait, c'est facile. C'est facile. Caroline, je vais vous montrer quelque chose. Non, je ne vais pas vous embarquer avec nous. Imaginez, je suis votre meilleure amie. Femme. Bonjour Caroline, c'est moi. Je suis France. Oui, d'accord. Allô Caro, qu'est-ce que tu fais là cet après-midi? Est-ce que tu veux venir avec moi? Je voudrais aller faire des courses. Ouais, quelle heure? À quelle heure tu veux? Dans une demi-heure? Dans une demi-heure, je suis là, merci. Elle ne m'a pas demandé où on allait. Elle ne m'a pas demandé combien de temps. C'est Caroline, c'est France, c'est ma meilleure amie, elle vient me chercher.
va faire quoi? Elle va venir, tu vas monter dans sa voiture. Puis tu vas te promener. Même pas, on va savoir si c'est des... On va parler chiffon, si on va chercher un chemisier, un pantalon. C'est pas le problème. T'es avec France. Tu as totalement confiance en France. Elle va t'emmener à droite et à gauche, et puis tu penses peut-être que tu es parti 1 heure, elle va t'emmener à Laurier, vous allez faire les 3 magasins. Tu vas rentrer dans des magasins, tu ne vas même pas t'en rendre compte où tu vas. Tout ce que tu as, c'est que tu es avec France. Tu passes un bon moment, tu lui fais complètement confiance. Puis tu vas remonter dans la voiture, puis tu dis, bah tiens, tu vas même pas lui dire, tu me ramènes, hop, vous partez aux Galeries de la Capitale. C'est France, tu peux la suivre, c'est ton amie, tu te sens très bien avec elle. Puis tu sais qu'il ne t'arrivera rien, tu es en toute sécurité, parce que c'est France. Puis quand elle va te ramener à la maison, tu vas rentrer chez toi, tu vas rentrer, tu vas te faire à manger, ou peut-être que tu auras mangé, puis tu vas aller te coucher. Puis tu vas te dire, mais je ne sais même pas où on a été. J'ai peut-être rien essayé. On a parlé, on a refait le monde. Ouais, j'ai passé une super journée. Pourquoi tu ne le fais pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu es obligé d'avoir ton meilleur ami? Ta meilleure amie, c'est toi. Tu fais confiance à France, fais confiance à ta meilleure amie. Ta meilleure amie, c'est ton inconscient. Demande-lui ce que tu veux, toi. Mais ne lui demande pas comment tu dois le faire. Il en sait des millions et des milliards de fois de plus que toi. Il est capable d'aller chercher tout cet apprentissage pour pouvoir les lier les uns aux autres pour t'apporter la solution. Quand tu goûtes un plat, est-ce que c'est assez salé ou pas? Toi, t'en sais rien. Il y a quelque chose qui dit non. Il me faudrait un peu plus de sel. C'est pas toi qui décides. C'est ton habitude à toi, c'est ton comportement, c'est tes stratégies qui voudraient un peu plus de sel. Puis si tu dis non, il ne faut pas que je mange de sel, tu vas le manger, sans le sel. Mais sans arrêt, il faudrait un peu plus de sel. Puis petit à petit, de jour en jour, tu mettras plus de sel. Parce que tu as un nouveau comportement qui va venir. Mais que ton inconscient aura décidé, pas toi. Hein? C'est bon? Reste à faire. Ouais. C'est bon? Ouais. Tu vas venir t'asseoir un petit moment? Oui. Il y a d'autres questions? Voilà. On va terminer avec Mélissa. Je te ferai faire un tour après, si tu veux. C'était gentil. Alors, cette généralité, Oui. ouais. Comment ça se passe? J'ai ciblé quelque chose de plus spécifique, là. Ouais. Parce que toi, quand tu me parles, mon cerveau ne fonctionne pas bien. Caroline dit, t'as remarqué aussi. Elle était une bande de copines, hop. On a fait off. Ok. Est-ce que tu te rends compte du chemin que tu as fait? Oui, mais je me dis, il y a quelque chose, là. C'est sûrement que ça. Non. Sûrement qu'il c'est ça. Il y aura toujours quelque chose. Ce que je veux faire maintenant, avec l'autorisation de mes clients, c'est les prendre en photo en arrivant, puis en repartant. Là, j'aurais aimé que vous voyez la jeune fille, là, la première fois où elle est venue me voir. Qu'est-ce que ça va changer de te dire que les autres, c'est toi qui l'aiment. C'est toi qu'ils aiment. C'est pas les petites erreurs que tu pourrais faire, que c'est simplement toi. Imagine si tu faisais pas d'erreur, qui tu serais? Je serais plate. Ça serait triste, hein? Ouais. Alors, je t'encourage pas à en faire plus. Que ça soit bien clair. Si tu étais simplement toi. Ce serait plus facile. Ça serait plus facile. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là maintenant de penser que tu pourrais être toi avec quelque chose qui vient de se faire? C'est sûr que ça pèse moins lourd sur mes Ça pèse épaules. moins lourd sur tes épaules. Ouais. Ça pèse encore? Moins. Regarde. Je touche pas. Je vais juste attraper. Il y a un petit peu là qui est resté là. Je vais soulever. Et ce qui va être bizarre, c'est que quand je vais tirer là, ça va t'apporter une légèreté, ça va te faire basculer là-bas. C'est comme si, quand tu enlèves un poids quelque part, ça te rééquilibre. T'es prête? Je vais tirer légèrement, comme ça, par à coup. Tu vas te sentir attirer de l'autre côté. Comme ça. Regarde. Regarde la légèreté qui est en train de se faire. Plus ton épaule devient légère, plus l'autre devient lourd. C'est comme si la tête était attirée complètement de l'autre côté.
Juste pour retrouver la place. Tranquillement. Simplement. Alors je pourrais le remettre, hein, mais tout de suite tu as une lourdeur qui va être différente. Je pourrais l'enlever, comme ça. Juste rééquilibrer. Ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite. Juste te laisser guider comme ça. Et tirer sur le côté. Ce que je vais faire, pendant que tu es là, je vais couper le fil. Parce que ça te tire de l'autre côté. Je vais juste couper. Voilà. Je vais juste mettre un fil de l'autre côté pour te permettre de te rééquilibrer. Juste te tirer dans l'autre sens. Comme ça. Ouais. J'ai cru savoir comment ton inconscient va te ramener encore. Et encore. Je vais chercher plus court. Comme ça. Te tirer encore. Ouais. Tu pourrais même fermer les yeux, juste pour ressentir comment ça va. Te permettre de redescendre. Comme ça. Juste te laisser glisser où tu sais où aller. Sans avoir rien d'autre à faire. Que tu faire confiance à cette partie qui sait. Juste te rappeler à cette toute dernière fois où tu étais avec ces personnes que tu n'as pas envie de déplaire. Et juste t'arrêter là. Juste te regarder faire, comme si tu pouvais te laisser aspirer par le haut, juste pour regarder la pièce d'en haut. Comme si tu étais accroché au plafond et te voir souriante, heureuse, en sachant qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Alors tu peux simplement baisser la tête pour te voir encore. Plus simplement. Te sourire. Comme ça. Tu peux même regarder dans le regard des autres qui sont autour de toi. Ce que tu représentes pour eux. Tu peux même imaginer leur peine si tu étais différente. Alors qu'ils aiment exactement ce que tu es. Parce que tu n'es pas quelqu'un de plate. Au contraire. Tu sais être sérieuse, tu sais être drôle. Tu sais leur sourire. Tu sais leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Très souvent, quand tu as un apprentissage mis en place en étant là-haut, collé au plafond, à te regarder, sourire, ça te permet de te détendre encore plus facilement et de laisser ton inconscient mettre en place ce qu'il t'a fait. Comme si ta tête était aspirée d'un côté, aspirée vers la réalité, vers la lumière que tu vas pouvoir regarder. Juste ce que tu es vraiment. Et plus l'apprentissage se fait, plus l'inconscient t'attire encore, vers ce côté qui était beaucoup plus léger. Simplement. Comme ça. Je serais curieux de savoir même tout ce que ça va pouvoir transformer, tout ce que ça va pouvoir changer maintenant. Comment dans ta vie, ce que tu as pu faire ou ce que tu vas faire va pouvoir évoluer avec ce sourire qui va s'installer de plus en plus, comme cette tête qui va continuer à descendre, simplement, dans l'équilibre, dans le bien-être. Tout ce que tu vas pouvoir intégrer, tout ce que tu vas pouvoir changer, comment les gens vont être encore plus heureux d'être avec toi, juste le fait que tu es simplement présente, sans te poser de questions, avec toute la confiance et l'estime de toi, en toute humilité. Alors, il dit certains que tu pourrais garder une partie de toi, une petite partie de toi, qui pourrait te permettre de continuer à évoluer, à avancer. Et ce que tu sais, c'est que tu as toujours fait au mieux. Et que tu as perdu beaucoup d'énergie à te poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, sans avoir rien
sourira sans pouvoir t'arrêter de sourire, comme si ce sourire pouvait même amener des rires. Juste pour accepter que cette transformation s'est déjà intégrée. Comme ça. Alors pas tout de suite, mais dans quelques instants, Mélissa. Tu sais qu'il faudra que tu reviennes ici maintenant, en laissant faire ce qu'il y a à faire, sans intellectualiser, sans vouloir rationaliser. Je voudrais remercier ton conscient d'avoir été présent, d'avoir pu entendre, d'être allé se promener, d'avoir vagabondé et d'être revenu. Je voudrais juste m'adresser à l'inconscient, le remercier pour cet apprentissage, pour ce chemin qui est en train de s'installer, cette stratégie, et tout ce que ça va pouvoir entraîner même par la suite. Je voudrais même que cet inconscient laisse au conscient se souvenir juste de ce qu'il a besoin et pas plus. En sachant que le conscient pourra aller chercher la réponse à la question qui ne s'est pas encore posée, quand ça sera nécessaire. Alors en ramenant avec toi tout ce qui va te permettre de comprendre ce qui a pu se faire, je vous proposerais simplement de ressentir comme une nouvelle énergie, comme si la tête pouvait se redresser, comme si le corps, comme ça, allait reprendre sa force, la respiration cardiaque va s'accélérer. Ressentir une énergie dans les jambes, dans le torse, dans les bras, et reprendre une profonde inspiration. Et voilà. C'est dur de revenir. Et je trouve que tu maîtrises de plus en plus vite. Oui. Parfait, c'est bien ça. Déjà, ne souris pas, ça commence. Merci beaucoup. Merci Mélissa. Ça va? Oui. Ok. Ça va? Petite question? Est-ce que si quelqu'un vient de vivre, il y a plein de trucs qui vont pas bien, je pense à l'ado, mais il ne sait pas par où le prendre. S'il doit faire un travail, il faut qu'il sache par où le prendre. On peut y aller par des temps différents. Alors là, il y a beaucoup de choses. Là, on a l'hypnose et on a du coaching. Ça ne se passe pas vraiment comme ça dans une séance. Au bureau, c'est plus long. La première séance, en général, il y a beaucoup de questions. Le but, c'est d'avoir un objectif. La différence entre le coaching, la PNL, l'hypnose et la psychologie, c'est que moi, il me faut un objectif. Pour avoir le droit d'exercer, il me faut un objectif. Il faut que ce soit vous il faut que ce soit la personne qui détermine l'objectif. Alors, si la personne était capable de le déterminer, il n'aurait pas besoin de nous. Si le conscient était si malin, il n'aurait pas besoin de venir nous voir. Il saurait comment faire. Nous, notre rôle, c'est de faire cette liaison entre conscient et inconscient. Quand on dit que la communication, c'est 95% du non-verbal, c'est quand on va poser une question, très souvent, moi j'ai la réponse avant que la personne nous la donne. Parce qu'on voit, on comprend. Si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ne sont pas capables. Ils sont dans l'incapacité, c'est pas qu'ils ne sont pas capables, tout seuls, de comprendre et de voir ce qu'ils désirent vraiment. Le rôle du coaching en PNL, la programmation neuro-linguistique, nous permet d'aller poser des questions, souvent dérangeantes, ou des questions qu'on a sous les yeux, mais qu'on n'est pas arrivé à lire. Donc il y a des déclics qui se font. On arrive avec un objectif, ah, je suis pas bien, ok, t'es pas bien, qu'est-ce que tu veux, j'en sais rien. Ok, qu'est-ce que tu veux pas? On va commencer par éliminer ce qui ne veut pas. Et en éliminant ce qu'on ne veut pas, on va finir par trouver ce qu'on veut. On va trouver un objectif principal, je veux être heureux, ok. Comment on fait pour être heureux? Il va falloir aller chercher des sous-objectifs. Et après, on va travailler par séance, par sous-objectif ou objectif pour atteindre cet objectif. C'est comme si être heureux, c'est la grosse perle d'un collier. On a un collier avec toutes les perles qui sont accrochées là. Donc pour arriver à cet objectif-là, il va falloir remonter toutes ces perles. On va couper la grosse perle qui tenait ce collier-là. Puis là, il y a plein de perles qui vont tomber, plein de petits sous-objectifs qui vont se faire automatiquement parce qu'on a coupé une partie de l'objectif. Puis là, il y en a un qui va rester coincé. Donc on va travailler sur celui-là qui est coincé pour pouvoir atteindre celui-ci. Je vous remercie
Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir supporté. Je vous remercie de votre participation en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous souhaite de passer du temps avec cette partie qui s'aime. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à vous.